Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le capital risque, un levier pour doper les investissements durables. Antoine Fine, General Partner d'Utopia à Paris. Dans 3-4 ans, il n'y aura même plus vraiment de distinguo finance durable et finance tout court. Et donc les sociétés qui seront les meilleures sur la capacité à prouver qu'elles sont durables, qu'elles ont une démarche, etc., je pense qu'elles auront une extra valeur parce qu'il y aura un phénomène de rareté. Cet épisode nous amène à réfléchir sur la finance à impact dans le capital risque et donne de nombreux éléments concrets pour s'engager et adapter sa thèse d'investissement. Au travers de l'expérience d'Utopia, nous découvrons comment la finance peut réellement contribuer au renouvellement de notre économie. C'est un beau message d'espoir, hyper revigorant. Antoine partage avec nous la thèse d'investissement de cette société de gestion lancée au départ au sein d'Otium Capital qui a désormais pris son indépendance. Utopia a investi ses fonds dans une trentaine de startups qui repensent réellement nos modes de consommation et permettent de répondre aux changements de paradigme qui s'opèrent dans notre société. Nous faisons bien entendu un tour sur les contraintes réglementaires, les labels tels que B Corp, l'entreprise à mission, les mécaniques de Caride et les 3 piliers de l'impact. Il nous détaille la manière dont Utopia s'y prend pour sélectionner ses investissements, pour évangéliser et former les entrepreneurs de son portefeuille sur ces sujets. Et enfin, quelle méthodologie d'évaluation et de mesure ils utilisent pour quantifier l'impact. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Antoine. Bonjour Solène. Alors je voulais juste, en petite intro, remercier Mathieu Stéphanie qui nous a très gentiment mis en relation. J'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs avant qu'on attaque et que tu reviennes sur ton parcours avec ton passage chez Otium et ton road trip en Vespa. Si tu pouvais nous en parler rapidement. On va faire rapide. Bonjour à tous, Antoine Fine, moi, j'ai 42 ans, ça défile. J'ai un parcours dans la finance, mais effectivement par étapes, on va dire. Donc, j'ai d'abord fait du LBO, donc finance classique, on y reviendra peut-être, de 2003 à 2009. Enfin, de 2008 précisément, parce que la faillite de Lehman a suscité chez moi, du coup, la volonté de changement. J'ai d'abord vu une brèche pour prendre un temps off, dont je sentais que j'avais besoin. Et donc, effectivement, j'ai utilisé une année sabbatique pour faire le tour de la Méditerranée, en effet, avec ma petite Vespa, que j'ai toujours. Maintenant, je suis quand même en vélo à Paris, mais j'ai toujours ma Vespa. Et donc un moment assez incroyable hors du temps, hors de toute contrainte. Donc quand on sort de milieux comme ça assez pressurisants, c'est quand même un choc massif dont on se remet doucement. Oui. Et donc j'ai mis du temps ensuite à digérer cette expérience et en tirer des leçons pour la suite. À mon retour, j'ai beaucoup travaillé autour de la connaissance de moi, parce qu'il y a aussi beaucoup de parcours autour de nous qui sont un peu rectilignes au départ, parce qu'on fait un peu ce qu'on attend de nous, on enchaîne, et puis finalement, il y a soit la fameuse crise de la quarantaine, ou alors il y a des éléments extérieurs qui vous font cogiter, mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'espace-temps pour se poser des questions. Et donc moi, j'avais cette occasion-là, donc je l'ai saisie. Donc j'ai fait du coaching, pas mal de réflexion sur ce qui m'animait. Ça tournait quand même toujours pas mal autour de faire la finance différemment, parce que bon, c'était un peu mon métier, et c'est vrai que je me disais souvent, à part faire un deal, je sais pas faire grand-chose. Donc il va falloir que je trouve une manière d'utiliser ce savoir-faire. Donc j'ai regardé l'investissement à l'époque des fonds d'impact qui étaient très économie sociale et solidaire. J'ai même fait 2 ans dans l'environnement des investissements dans les pays émergents post-conflit. J'étais en Libye pendant 2 ans. Ok. À la chute de Kadhafi. Et tu faisais quoi là-bas ? Donc on a monté un petit véhicule d'investissement avec une famille et des entrepreneurs qui ont créé Altaï. Les pauvres, ils ont créé Altaï, qui est un cabinet de conseil en 2003 en Afghanistan. Donc je pense que les derniers mois et les dernières semaines ont dû beaucoup les marquer. Oui. Mais c'est toujours une boîte qui marche très fort et qui accompagne des projets dans des pays post-conflit, à la fois des projets d'entreprises privées, accompagnement de déploiement sur place ou des institutions publiques sur les plans de développement, etc. Donc j'étais entouré à la fois de capitaux et de gens qui connaissaient ces environnements. Et moi, je m'étais dit, mettre ma compétence de deal-making dans des environnements qui sont en relance, c'était assez passionnant. Puis c'était un pays que j'avais traversé avec ma Vespa. Donc je trouvais ça génial. C'est vraiment des moments assez exaltants d'être au début d'une nouvelle ère. Le problème, c'est que la Libye n'a pas vraiment converti le potentiel qu'elle avait à la chute de Kadhafi, et c'est devenu un pays qui a 3 gouvernements, qui est dans une situation assez compliquée depuis pas mal d'années. Donc nous, pendant 2 ans, on a créé une petite structure pour investir dans des projets
pertinents dans les enjeux du pays. Et notamment, on avait créé une société de formation qui s'appelait Alumna, qui veut dire élève en latin et rêve en arabe. On avait un centre de formation à Tripoli, on a formé pas mal de gens, on a fait, Génial. on pourrait en parler longtemps, des grands projets avec l'ENA pour former l'élite libyenne, des trucs incroyables. Mais le pays, c'est pas organisé, et donc nous, ça devenait intenable, et notamment l'aéroport a brûlé, donc là, on ne pouvait même plus faire les allers-retours, donc ça s'est arrêté en 2014. Ok. Jusqu'à atterrir du coup chez Otium, qui est effectivement un family office d'un entrepreneur qui a créé Smartbox notamment. Donc à ce moment-là, moi je suis revenu dans la finance un peu par contrainte matérielle, on va dire, après pas mal d'années de tentatives diverses et variées. Mais je suis allé dans un environnement du coup qui était on va dire flexible et ouvert à l'innovation. Voilà, c'était pas une structure complètement établie. Et au sein de ce family office, j'ai proposé une thèse avec Camille, qui était ma stagiaire à l'époque et mon associé désormais, une stratégie d'investissement sur les marques émergentes, qui était un sous-jacent, on y reviendra peut-être, qui était peu couvert par les fonds early stage, qui était plutôt très orienté technologie, puisque qui dit early stage, donc phase très amont de la vie des entreprises, dit gros risque, et donc potentiellement gros rendement en face pour justifier le risque. Donc plutôt des paris de rupture, notamment par la technologie, que des paris sur des business models, on va dire, plus traditionnels. Et donc cette thèse a été validée par Pierre-Edouard, et il nous a confié au total 90 millions d'euros, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et on a fait un premier fonds qui a très bien marché. On a quasiment déjà tout remboursé. On a fait plusieurs sorties bien réussies. Et ça nous a lancé. Et donc ensuite, on y reviendra, j'ai créé Utopia, qui est une société de gestion qui gère désormais environ 240 millions d'euros. On a 5 fonds, 30 sociétés en portefeuille. On est 10 personnes. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a compris qu'aujourd'hui, on allait parler plutôt d'investissement durable avec toi. Alors, il y a pas mal de choses dont on parle en ce moment, et notamment les tendances réglementaires avec SFDR, la taxonomie, etc. Je voulais savoir, du coup, te poser la première question, savoir comment, justement, le VC se positionne sur ces sujets-là en Europe. On va se cantonner à l'Europe déjà. Alors, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de là où le VC en général investit dans ce qu'est l'avenir. Et donc, on va dire que les enjeux planétaires, sociétaux, etc. sont des enjeux évidents. Et donc, il y a déjà une démarche psychologique chez les investisseurs early stage d'aller chercher les solutions pour le monde de demain. Et donc, pour parler d'un monde que je connais peut-être un peu moins, qui est le VC Tech, qui est le gros du VC, c'est en général des gens qui sont animés par l'idée de se dire que la technologie va régler les problèmes. Donc à partir du moment où les constats sont partagés et évidents, il n'y a pas besoin d'une réglementation pour faire que les capitaux sont globalement orientés vers des solutions qui vont traiter les grands enjeux. Après, c'est on va dire la règle générale. Après, effectivement, on ne peut pas dire que 100% des capitaux sont orientés sur des produits durables. Donc il y a notamment des fonds qui se sont créés avec vraiment cette vision. Il y a 2050 notamment qui a fait... lancé par Marie Claude, qui était avant chez Daphne, qui a vraiment voulu lancer un fonds qui spécifiquement, et même dans sa conception, orienté vers la durabilité. Quand on voit qu'il y a encore beaucoup de capitaux, par exemple sur le fast delivery à moins de 10 minutes, en moins de 10 minutes, on se dit que c'est pas forcément un usage des fonds complètement pertinent par rapport aux enjeux. Donc voilà, donc je ne peux pas dire que le constat soit partagé par tout le monde, mais on va dire que le VC normalement est censé traiter par l'innovation des grands enjeux. Voilà. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie, et globalement, c'est quand même là qu'est la valeur à terme et les valeurs d'enjeu pour les acteurs en place. Enfin, en général, pas trop de décorrélation quand même entre les solutions qui seront celles de demain et la valeur des actifs qui apportent ces solutions. Mais bon, c'est pas 100% effectivement. Mais effectivement, on n'a pas eu tellement de contraintes imposées. Donc, en gros, dans notre secteur, il y avait les PRI, les principes d'investissement responsable, qui doivent dater de 2005-2006, qui sont un peu un cadre bien sympathique, mais pas très contraignant. Bien pensant. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est difficile de dire non, je suis contre quand on les lit. Mais bon, c'est déjà pas mal. Toutes les sociétés de gestion sont peut-être pas signataires. On va dire que c'était un acte de ralliement au fait qu'on fait. C'était une première pierre à l'édifice. Oui, alors, sachant que moi, comme j'avais été meurtri par Lehman et la financiarisation de l'économie, et que je la voyais vraiment au centre du problème, c'est clair que s'il n'y avait pas eu cette démarche progressive de la finance responsable, moi je pense que je ne serais jamais revenu dans le secteur. Parce que vraiment, j'avais un énorme blocage avec la manière dont justement ce monde est décorrélé du monde réel. Et effectivement, n'est pas dans une logique de projection et intégrant les éléments extérieurs, vraiment juste microcosme, plus-value entre soi.
Donc, il y a eu progressivement des cadres, donc PRI, les ODD, les objectifs de développement durable, quand même, donnent un peu les cadres des tendances qui sont... C'est quoi les ODD ? Les objectifs de développement durable. Oui. C'est les objectifs de l'ONU sur les grands enjeux planétaires. Donc ça vous dit quand même la direction, parce que quand on parle de durabilité, peut-être que certains qui investissent dans le fast delivery vont nous dire que c'est durable parce que je sais pas, ils ont peut-être un argument. Donc au moins ça donne un cadre, un general agreement en gros sur c'est ça les grands enjeux et les tendances. Ensuite il y a eu l'émergence un peu des labels type B Corp. Qui ont, avec des questionnaires et des audits qui ont permis effectivement de passer en revue quels sont les sujets sur lesquels on peut s'estimer durable ou pas. Donc nous, typiquement, on a fait la démarche et donc c'est une super grille d'analyse sur est-ce qu'on du coup on fait les choses bien, parce que sinon c'est effectivement, encore une fois, c'est plutôt subjectif. Donc jusque-là, c'était un peu ces cadres-là. Et après, en France, en Europe surtout, on voit arriver effectivement, tu le mentionnais, la réglementation sur les fonds non cotés par c'est le SFDR, c'est Sustainable Finance Disclosure Regulation, exactement. Donc avec plusieurs articles. Si on rentre dans le détail, il y a un article qui est un tournant, qui est l'article 7, qui dit déjà il faut mentionner les caractéristiques des investissements en matière de durabilité. Donc en gros, aller soulever un peu le capot et devoir dire l'impact qu'ont les boîtes. Donc ça c'est juste, on va dire, informatif, mais il faut au moins se poser la question. Et donc ça passe par des mesures, etc. C'est déjà pas mal. Donc nous, notre premier fonds est à l'article 7. Après, il y a le 8 où l'investissement doit être fait avec des objectifs précis. Donc c'est-à-dire que quand vous levez un fonds, vous dites pas juste je vais être un fonds d'impact et puis il n'y a rien. C'est concrètement, voilà l'objectif que je vais viser. Donc, et comment je vais m'y prendre pour l'atteindre ? Alors comment je vais m'y prendre comme c'est un fonds, c'est par l'investissement, et ensuite il faudra effectivement s'assurer par des audits que ces sociétés répondent à l'objectif qui est dans le règlement du fonds. Oui. Mais déjà là on est tenu par l'objectif, ce qui est déjà mieux. Et ensuite l'article 9, c'est avec la référence à la taxonomie, donc le fait d'être dans ces quelques enjeux clés, changement climatique, la biodiversité, etc. Donc c'est encore plus contraignant. Ouais. Et alors, là où c'est intéressant, c'est que par ailleurs, comme les LP, donc les LP, c'est les investisseurs dans les fonds, donc les bailleurs de fonds sont dans une volonté d'investir dans la finance durable. Finalement, ces contraintes-là, à la limite, si personne les demande, si ça appâtait pas le chaland, personne ne s'embêterait à avoir un cadre réglementaire lourd. Mais comme globalement, il y a un énorme mouvement, et tant mieux, des capitaux vers les fonds durables. Ces nomenclatures un peu rigides, elles vous permettent de pouvoir répondre à la question est-ce que vous êtes un fonds d'impact, alors que jusque-là, franchement, la réponse n'était pas évidente. Je vous raconterai peut-être après nous notre propre démarche, mais il faut se professionnaliser, et cette régulation permet quand même de mettre des cadres qui permettent d'y voir plus clair sur qui fait quoi et quel est le niveau de contrainte qu'on est prêt à s'imposer dans cette recherche de durabilité. Alors, si tu pouvais nous citer les efforts, en tout cas sur l'industrie, que toi tu constates, après on rentrera en détail sur ce que vous faites, mais dans les efforts, donc hormis le fait de se conformer à cette réglementation, est-ce qu'il y a des pratiques de marché qui changent un petit peu et qui bougent les lignes ? Alors déjà, de manière très pragmatique, je pense que tous les fonds ont identifié que l'impact et la finance durable, c'était l'avenir, comme je viens de le dire, ne serait-ce que pour lever des fonds, c'est quand même à la base de leur métier. Donc, j'étais à l'IPEM il y a 2 semaines, donc le salon du capital investissement. C'est globalement, si on mettait un petit drone au-dessus pour prendre les sons, je pense que c'est le mot qu'on entend le plus souvent, le mot d'impact. Donc, globalement, tout le monde y va. Donc, ensuite, comment on y va ? Effectivement, il y a le scope qu'on choisit pour les investissements. Donc, effectivement, la transition énergétique, les sujets d'économie circulaire, c'est des thèses qu'on voit émerger beaucoup plus qu'avant. Donc, il y a, dans le choix des thèses, oui, on voit évoluer l'approche que les fonds peuvent avoir. On le voit aussi dans la répartition de la valeur. Ça, c'est un de mes combats perso depuis longtemps. C'est le fait que c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu un entre-soi et un peu décorrélé du monde réel. Donc, typiquement, les mécaniques de caride, etc., c'est vrai que c'est, même niveau fiscal, c'est assez avantageux. C'est quand même assez dingue. Et donc, il y a pas mal de fonds qui se créent sur l'idée que le caride est soit corrélé à l'impact, soit est en partie reversé. Donc ça, c'est un truc, je pense qu'il y a 10 ans, il n'y avait rien dans la matière. Et là, ça fait partie du pitch des fonds nouvelle génération, la répartition de la valeur. Il y a des démarches sur
la diversité, sur la formation, voilà, toute la dimension, on va dire, people. Et alors qu'effectivement, avant, c'était globalement le bonus et le carry qui tenaient tout le monde. Là, il y a quand même des volontés d'avoir des fonds avec des démarches de parcours, d'évolution des personnes, de développement d'une culture d'entreprise, d'une mission. Voilà, nous, typiquement, on est Bicorp, entreprise à mission. Voilà, être un fonds avec une mission, je pense que c'était pareil il y a 10 ans. Je pense que déjà, il n'y avait pas la loi Pacte pour être entreprise à mission légalement. Et globalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fonds qui s'étaient posés sur quelles sont mes valeurs, quelle est ma vision, est-ce qu'il y a un projet auquel tout le monde adhère. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus régulièrement. C'est pas encore, je crois qu'en Bicorp, on doit être 3 sociétés de gestion à Paris, sur le non-côté. Donc c'est pas encore, c'est pas encore, mais bon, tout le monde nous contacte pour savoir comment on a fait. Et entreprise à mission, je sais pas combien il y en a dans les fonds, mais c'est des choses qui émergent. Ouais. D'accord. Et dans les pays stars, on va dire, sur ces sujets-là, est-ce qu'il n'y a que les Nordiques ? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a, pour le moment, ceux qui sont le plus en avance, c'est quand même les Nordiques, mais si on regarde au niveau européen. Alors, ce qui est sûr, c'est que la réflexion durabilité, ça, c'est clair que c'est l'Europe du Nord. Nous, on le voit dans le deal flow qu'on peut avoir sur les marques responsables. Donc, nous, on est spécialisé sur les marques on va dire de la grande conso engagées, donc dans les logiques de durabilité. C'est sûr qu'on a plus de pipe Europe du Nord, mais je mets la France dedans. Hein, franchement, c'est plutôt qu'effectivement, on a moins les pays latins. Si on regarde les fonds d'impact, il y a un fonds qui s'appelle Impact Finance. Ils ont des bureaux effectivement à Copenhague, à Berlin, Amsterdam et à Paris, mais pas tellement en Europe du Sud. Et effectivement, nous, on a dans notre logique d'européanisation d'Autopia, on commence à regarder un peu les différents pays. C'est sûr qu'on voit moins de répondants en Italie, en Espagne, et même à la limite en Angleterre, Royaume-Uni. Ça reste un peu le monde d'avant dans la finance. Donc effectivement, globalement, mais la France n'est pas décrochée, je trouve, dans la réflexion. Donc je dirais c'est plutôt France, Benelux, Allemagne et Nordique. Mais la France n'est pas la traîne, je trouve. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors une dernière question pour ce panorama général. Quand on reviendra encore une fois sur votre thèse d'investissement et les sociétés dans lesquelles vous investissez, mais d'une manière générale, quand on est un investisseur early stage, comment est-ce qu'on peut, hormis donc la thèse d'investissement, s'assurer que les startups dans lesquelles on va investir sont déjà dans cette logique responsable ? Est-ce qu'il y a quand même des critères de base qu'on peut retrouver ? Alors, donc nous, comme on a une thèse vraiment spécifique sur le changement d'ère de consommation et la transition vers une consommation plus responsable, qui était un des ODD, la consommation responsable, des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, normalement, les dossiers qui nous intéressent sont des dossiers qui sont, on va dire, nativement orientés vers des solutions durables. Après, effectivement, il faut quand même s'assurer que c'est, on va dire, vraiment incarné par le fondateur et que c'est réel et que c'est pas juste un pitch sur PowerPoint. Donc nous on fait pas mal d'assessments sur être sûr que le fondateur est complètement en phase et aligné avec son projet, essayer de comprendre sa motivation, d'où ça vient. Ensuite effectivement on fait quand même des audits notamment sectoriels pour s'assurer que la réponse apportée par la société est effectivement pertinente, parce que parfois on se trompe de combat. Donc l'enjeu c'est pas forcément les commerciaux à vélo, c'est peut-être plus la filière de production, c'est peut-être plus les sujets de composition, d'emballage, de distance parcourue par les composants. Enfin, voilà, il faut savoir où est l'enjeu. Typiquement, on a investi dans le secteur de l'électroménager. Bon, au départ, est-ce mieux de acheter un frigo neuf qui est AAA, ou en tout cas A sur la consommation d'énergie, ou réparer sa vieille Micheline qui a 20 ans. La question n'est pas, c'est pas évident. Donc on a fait un audit pour savoir ce qui était mieux. Donc c'est mieux, c'est de réparer, parce que effectivement le coût de production en termes de matériaux, etc., est très lourd. Et donc en fait, même si elle est moins efficace, et du coup typiquement on peut aussi questionner tous les enjeux autour de l'automobile. C'est qu'effectivement passer à l'électrique, c'est super, mais effectivement, s'il faut renouveler entièrement le parc automobile, c'est énorme en termes d'impact de production. Donc, et donc, nous, on a finalement investi dans une société qui fait de la réparation, qui s'appelle Murphy, alors qu'on avait regardé effectivement des acteurs qui pensaient des produits d'électroménager extrêmement efficients d'un point de vue énergétique. Donc du coup, on fait un travail d'audit, on se fait accompagner pour être sûr de bien comprendre les enjeux. Donc, s'assurer que, on va dire, le projet est effectivement orienté durabilité par essence et pas juste par marketing, s'assurer qu'il répond aux vrais enjeux du marché. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, on définit une roadmap. Nous, ce qui est un point important dans notre démarche, qui a fait l'objet de pas mal de débats, c'est ce qui compte, est-ce que c'est la photo de début ou la photo d'arrivée ?
Et donc, c'est la photo d'arrivée pour nous. Mais du coup, ça veut dire qu'on est prêt à faire un dossier qui n'est pas parfait. Là, on a eu un dossier où le produit était fait en Chine. Alors, au début, tout le monde a un peu réagi. Mais on a dit, oui, mais si le plan est de rapatrier la prod, en fait, à la limite, pour avoir de l'impact, il faut couvrir le plus de segments possible de marché. Si on va chercher que la niche de la niche de ceux qui font tout parfait, c'est 0,01%. Donc, c'est des arbitrages. Donc, effectivement, mais du coup, c'est vachement intéressant. C'est parce que quand on lève un fonds d'impact, si on se met un cahier des charges super lourd sur donc ce qu'on appelle les externalités positives, par exemple, donc on veut que des boîtes dont le métier et dont la photographie au départ est parfaite, tout le monde va dire génial, mais déjà, vous n'êtes pas sûr d'avoir un deal flow. Et ensuite, potentiellement, vous ne traitez pas le gros du problème, parce qu'aujourd'hui, la plupart des boîtes ne sont pas durables, malheureusement. Ouais. Donc, un des enjeux, c'est quand même la transition des boîtes qui existent. Donc, voilà, il faut voir le curseur. Mais à l'inverse, si vous commencez à dire, voilà, moi, j'investis dans les pétroliers parce qu'à terme, ils vont changer, vous avez peut-être raison. Après, il faut assumer le fonds d'impact qui investit dans les hydrocarbures. Il faudra prendre un peu de temps pour expliquer. Donc, voilà, il faut voir où on met le curseur. Ouais. Donc, nous, on fait ce travail ensuite de roadmap. Et si la roadmap est convaincante et on se dit, ouais, la photographie à la fin peut être vraiment emballante, voilà, donc sur cette société en question, dans les 3 enjeux, il y a relocaliser la production, ce qui est possible, on avait vérifié. Il y a le fait de développer la deuxième main, parce que c'était un produit aussi qui était un produit, on va dire, plutôt de décoration d'intérieur, donc qui ne font pas partie des besoins primaires. Donc dans une logique de durabilité, on pourrait se dire, bon, à la limite, on se nourrit, on se loge et éventuellement s'habille, mais sinon le reste, à la limite, c'est on va dire, futile et du coup plutôt à éviter si on veut vraiment atteindre des objectifs de limite du réchauffement climatique. Et ensuite, il y a la dimension, puisqu'il y a une dimension aussi artistique, de faire émerger des nouveaux acteurs issus des environnements moins favorisés, puisque voilà, dans les enjeux, on parle évidemment toujours de l'environnement, évidemment, et encore heureux, mais il n'y a pas que, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier le mouvement des gilets jaunes, les tensions sociétales, etc. Donc si la planète s'en sort, mais qu'on n'a pas traité aussi les problèmes de société, on ne sera pas forcément mieux, enfin, en tout cas, on ne va pas les hiérarchiser, mais on aura d'autres problèmes. Donc il ne faut pas les oublier ceux-là. Et donc là, il y a une brique aussi sur la dimension sociétale. Voilà, donc à partir du moment où on a cette roadmap, on se dit on y va. Et ensuite reste la mesure. Parce que si les 3 termes à retenir sur l'impact, c'est intentionnalité, additionnalité et mesure. Donc l'intentionnalité, je mentionnais tout à l'heure, c'était s'assurer que le fondateur est vraiment, ou les fondateurs sont vraiment alignés sur le projet. L'additionnalité, c'est le fait d'avoir cette roadmap et de se dire on va s'améliorer. Puis ensuite, il y a la mesure, parce que sinon, on ne peut pas vraiment justifier du parcours franchi. Et donc, là, on est en train de mettre en place. Donc, ce qui est bien, c'est que la techno, il y a pas mal d'acteurs qui ont émergé sur des solutions assez pratiques d'assessment de l'impact, etc. Donc, pas mal de boîtes autour du bilan carbone assez facile à calculer, des boîtes autour de la mesure de l'impact 360, y compris dans les relations avec les clients fournisseurs, le personnel, etc. Donc nous, par exemple, pour être concret, on utilise Carbo pour le bilan carbone, Zei pour la mesure de l'impact 360, la notation des boîtes. Enfin, c'est des outils qui n'existaient pas il y a quelques années. Et donc c'est génial, l'écosystème se met en place. Et donc voilà, la 3e brique, intentionnalité, additionnalité, mesure. La mesure, c'est fondamental et on est en train de le faire. Comme ça, on pourra dire, voilà, nos sociétés avaient cette vision, voilà ce qu'elles ont fait. Et en tant qu'investisseur, aussi, on pourra présenter à nos investisseurs, nos propres investisseurs, nos LP, des performances chiffrées, pas uniquement le TRI. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a des jolis slides ESG, mais ça reste pas mal de c'est pas encore concret. Oui, mais c'est pas encore concret. C'est concret, mais c'est pas comparable. C'est pas toujours mesurable. Et donc, finalement, ça intéresse, mais c'est moins striking, c'est moins facile à retenir qu'un TRI, quoi. Oui, tout à fait. Moi, mon objectif, c'est que dans quelques années, on puisse dire, voilà, j'ai investi dans ce fonds. Et ils ont fait, voilà, ils ont baissé de X% le bilan carbone. Les notations ZEI ont progressé de X% chaque année. Et donc, voilà, et j'ai fait X% de rendement. Mais en tant qu'investisseur, je suis quasiment aussi content des performances extra-financières que financières. Et aujourd'hui, c'est un peu dur de les marketer, quoi. Alors, dernier point, comment vous accompagnez les fondateurs, fondatrices de ces sociétés dans lesquelles vous investissez justement sur ces sujets-là? Parce que tous n'ont pas nécessairement cette connaissance approfondie sur tous ces sujets-là. Est-ce que vous leur mettez à disposition des advisors Oui. Alors c'est une bonne question. Clairement, on a un rôle un peu d'évangélisateur. Alors en général, comme c'est le petit clin d'œil, on ne vient pas chez Total par hasard. Donc, en parlant d'impact, donc on ne va pas chez Autopia par hasard. En général, quand on postule on envoie son dossier, on est en discussion avec Utopia.
qui est le nom du fond, donc, qui veut dire c'est le monde réel mais accessible. Donc dans le livre de Thomas More, tout le monde connaît l'utopie, qui est le monde inaccessible, et l'utopie, c'est la version qui accepte les limites du réel, la faiblesse et l'erreur. C'est assez joli. Et donc, globalement, l'idée, c'est d'aller dans le bon sens. Donc, en général, quand on vient chez nous, il y a quand même un fond de conviction sur le fait de se bouger sur la question. En revanche, effectivement, tout le monde a pas forcément le même niveau de connaissance des enjeux. Donc, quelques exemples de choses qu'on a faites. Donc, par exemple, typiquement, en juillet, on a rassemblé tous nos fondateurs. Donc, il y avait une 50aine de personnes. Et on a fait l'atelier, la fresque du climat, qui est un atelier d'éveil aux enjeux climatiques. Donc, c'était hyper intéressant et beaucoup sont pris une bonne baffe. Ils se sont dit, waouh, il faut quand même qu'on accélère quand même pas même sur ces sujets. On a fait intervenir aussi un intervenant, un explorateur aventurier qui a donné pas mal de résonance au parallèle entre l'entrepreneur et l'aventurier et la rencontre avec les limites du réel, le monde dans son évolution et le fait qu'on on peut être un acteur de ce changement-là. Donc c'est de l'éveil. Ensuite, plus concrètement, typiquement le 23 dans la semaine prochaine, dans cette semaine, on présente Zei à tout notre portefeuille et donc on va l'implémenter. Et donc par exemple, c'est nous qui payons la mise en place de l'outil. Donc on les aide financièrement, quand bien même on est juste actionnaire minoritaire, à ce que cet outil soit déployé. On greffe aussi des consultants quand c'est pertinent. Donc par exemple sur Teddy Bear, qui est une société qui fait des matelas. Donc au départ les matelas c'est 100% des dérivés d'hydrocarbures. On a le cabinet 2122 qu'on a présenté à Julien, Sylvain et Aude du Colombier, les fondateurs. Et ils les ont accompagnés dans la réflexion de l'élaboration d'un nouveau produit. Et donc, ils ont lancé leur matelas qui est à base uniquement de matériaux recyclés et de laine, qui est une filière qu'on a complètement oubliée en France. Donc, ils vont relancer la filière. C'est vraiment canon. Et donc, le produit est en vente depuis juillet. Et c'est le fruit de 2 ans de réflexion, au départ initié par l'introduction auprès d'un consultant spécialisé dans la réorientation écologique, le fait de repenser sa proposition de valeur pour intégrer les enjeux climatiques. Donc on fait du consulting, de l'évangélisation. On a fait aussi des ateliers pour expliquer ce que c'était une entreprise à mission. On est B-Leader, nous, donc c'est-à-dire qu'on aide les sociétés qui veulent être B Corp. Donc on essaie d'être assez actif sur ces sujets-là. Excellent, B-Leader. Tu vois, je connaissais pas c'est comme dans les belts, dans les. Ouais, c'est ça, en ligne, exactement. Et donc ils aiment bien, c'est américain B Corp, donc ils aiment bien les trucs comme ça. Donc on est best of the world dans notre catégorie de fonds. On a reçu le truc, on est dans les top 5%. Ah, j'ai mis le poster dans ma chambre. Ok, alors si on parle d'Utopia maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter donc brièvement la thèse, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, et puis les fonds que vous avez déployés. Et puis après, ça serait intéressant pour illustrer cette thèse que tu parlais de Teddy Bear, peut-être aussi d'une autre boîte. Je pensais à Feed, parce que je fais de la course à pied, donc. Tu es cliente? Je suis pas encore cliente, non, mais j'y songe. Voilà, si tu pouvais nous expliquer un petit peu ça en détail, et puis vos engagements de gouvernance, de gender equality et philanthropie. C'est beaucoup de choses. Alors, donc, si on reprend la thèse d'Utopia, c'est de se dire qu'effectivement, on vit un changement d'ère de consommation. Donc, si on prend un pas de recul, c'est que globalement, la société de consommation qu'on a conceptualisée, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, qui était censée amener un peu le bonheur individuel et collectif par la possession, la consommation, la facilitation du quotidien, etc., a complètement échoué. Puisqu'effectivement, alors qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on a commencé à théoriser la fin de l'histoire à la chute du mur, peut-être il y a 20 ans à la chute du mur, etc. Et finalement, on pensait que c'est bon, ça y est, on était arrivé. Puis finalement, ce modèle-là, quand on voit l'état de la planète, l'état des sociétés et même l'état des gens, avec les sujets d'obésité, de diabète, etc., énorme échec. Donc ça a été dur à reconnaître pour la génération au-dessus de nous, c'est évident. Les quadras, on commence à s'en rendre compte, mais c'est surtout les jeunes qui ont dit mais guys, vous rigolez, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout traité le problème et c'est pas du tout la fin de l'histoire, c'est le début au contraire d'un nouveau. Donc on était persuadés qu'on rentrait dans une période d'énormes chamboulements sur la remise en cause de cette société de consommation qui était la base de tout, de la croissance, du bonheur, etc., et qui a échoué. Donc, partant de là, on s'est dit qu'effectivement, il y allait avoir un renouvellement énorme des habitudes. Et donc, un peu notre triptyque, les 3 piliers de notre thèse, c'est ce changement d'attente radicale des consommateurs. Et c'est complètement dingue. On a un baromètre là, qu'on fait avec Opinionway sur l'évolution des tendances de consommation. Et c'est que la tranche d'âge
18-25 ans, c'est complètement dingue sur l'achat des secondes mains, sur la baisse de la consommation de la viande. Enfin, c'est vraiment radical. Donc, ce changement d'attente des consommateurs, historiquement, il aurait été compliqué à adresser puisqu'il y avait des barrières à l'entrée dans la distribution ou dans, on va dire, l'émergence de nouvelles offres. Parce qu'il fallait, pour faire un peu une caricature, fallait être chez Carrefour et sur TF1, et ça demandait d'énormes capitaux, et globalement, ce marché était assez verrouillé. Donc, l'émergence de la technologie qui permet à des sociétés d'une part de communiquer, de distribuer, même de globalement repenser complètement leurs opérations, y compris dans les tâches du quotidien, la gestion des tâches administratives, etc. Donc être très efficient et donc être capable d'émerger, de mettre les capitaux vraiment sur des choses très héroïstes, ça c'est nouveau. Donc en gros, en face de cette demande qui change radicalement, il y a cette offre qui émerge grâce à la technologie, et ça aussi c'est radical et c'est récent. Donc ça permet à des nouveaux acteurs d'émerger. Donc les stats sont assez incroyables sur la part captée dans la croissance par ces nouveaux acteurs. Et il y a eu complètement une défiance vis-à-vis des marques historiques dans la grande conso. En quelques années, c'est complètement dingue. Avant, on était les yeux fermés, on disait Erta, ne passons pas à côté des choses simples dans leur pub. C'est la belle vie de toujours. Et après, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces saucisses on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et c'est complètement industriel. Et donc, clair. Au secours. Mais c'est dingue, c'est en quelques années. Et donc ça fait le rideau est tombé quelque part. On s'est rendu compte du truc, alors encore une fois, grâce à la techno, grâce à Yuka et des gens qui sont capables de donner des éléments tangibles, on vient d'en parler, pour pas être dans la théorie, mais être concrètement sur les données, la réalité des choses. Et puis la prise de conscience, c'est qu'effectivement, il y a 20 ans, on n'avait pas forcément conscience qu'on allait dans le mur sur la planète, en santé humaine, etc. Donc c'est aussi la prise de conscience. Et la troisième brique, donc c'est les grands groupes vont devoir renouveler leur portefeuille de marque. Donc si je prends l'exemple d'Erta, donc ça appartenait à Nestlé, ils ont annoncé qu'ils le vendaient pour profiter de ce qu'on appelle le plant-based, donc les protéines végétales. Bon, ça, quand un grand groupe comme ça décide de faire ce move-là, c'est clair qu'il va être intéressé par les petites marques qui ont su trouver le bon produit, le bon on va dire mix marketing, etc. Et donc vont racheter ces sociétés pour renouveler leur portefeuille. Donc ça c'est la thèse de départ. Ouais. Donc ça on l'a fait au départ donc pour Otium Capital, ce family office, sur 15 sociétés. Donc c'était votre tout premier fonds, c'était en fait Otium le LP. Il y avait un LP, ouais. Exactement. Donc c'est la structure s'appelle Otium Consumer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, l'environnement était un des enjeux, mais pas que. Donc du coup, on a des sociétés dans ce fonds-là sur lesquelles, par exemple, c'est plus compliqué d'arriver à faire évoluer les choses d'un point de vue environnemental, et on a un peu durci le ton et le cahier des charges progressivement, parce que nous-mêmes, on a pris aussi conscience que c'était en fait incontournable, quoi. Donc, on a pris notre indépendance en fin 2018. Donc, on a créé la société de gestion en décembre 2018. On a eu l'agrément AMF, l'autorité des marchés financiers, en avril, et on a fait le premier closing du nouveau fonds en juillet 2019. Après, la levée de fonds, c'est un long chemin. Donc, on a pris, surtout pour une équipe comme ça, jeune. Elle est sans fin. Elle est un peu sans fin. Normalement, s'il y a une date de fin, c'est-à-dire que légalement, vous avez 12 mois. Et dans le règlement, en général, on vous autorise de renouveler 2 fois 6 mois. Donc, nous, on a fait 18 mois total. On n'a pas renouvelé une deuxième fois. Et on est arrivé à 92 millions, qui était au-dessus de ce qu'on visait, parce qu'on visait entre 60 et 80. Ça, c'était le premier véhicule. Exactement, Utopia 2, qui reprend la thèse de Otium Consumer, c'est-à-dire early stage, société moins de 10 de chiffres, mais peut être pré-lancement, sur les grands secteurs de la conso, des tickets minoritaires, donc entre 1 et 5 millions d'euros en gros. Et là, on vient de lancer un nouveau fonds qui s'appelle Utopia Preferred. On a fait le premier closing il y a 10 jours. On y reviendra peut-être avec un peu d'innovation aussi sur le produit et l'alignement du produit avec les enjeux RSE. Et donc attends, tu peux en parler là justement. On fait un petit zoom dessus. Volontiers. Arrêt sur image. L'idée c'était au départ en fait on s'est rendu compte que nos sociétés, une fois qu'elles avaient passé un certain seuil, c'est-à-dire donc en l'occurrence c'est plus de 10 de chiffres et rentable. Ce qui arrive assez vite dans les sociétés consumer, contrairement aux boîtes tech qui ont des logiques de très grosse croissance, de très, très gros enjeux R&D et ensuite rollout commercial qui font qu'elles ne sont pas rentables avant un certain temps, et donc ils font des gros retours d'equity, de financement fonds propres. Nous, c'est des actifs qui ont des trajectoires, on va dire, plus traditionnelles, parce qu'ils sont sur des secteurs plus traditionnels et leur métier plus traditionnel, et donc ça ne nécessite pas forcément autant d'investissements en fonds propres, mais ça nécessite quand même des investissements. Et quand vous avez atteint un stade comme ça où vous êtes rentable, vous avez encore besoin de sous, mais vous ne justifiez pas forcément de vous faire un gros tour equity qui va être très dilutif. Vous vous posez un peu la question. Donc nous, on voulait un produit qui soit assez adapté à ces enjeux-là. Donc déjà, d'un point de vue financier, le produit est un peu atypique, puisque on appelle ça flex ou preferred equity. C'est qu'on investit à la fois
en fonds propres, mais aussi en quasi-fonds propres, par exemple en action de préférence avec un rendement contractuel. Du coup, le fondateur, s'il sait que lui, il va faire son BP et il va faire globalement 30-40% de TRI sur les fonds propres, s'il a une partie des actions qui tourne à 12%, c'est un effet de levier. Donc lui, il va maximiser sa performance, puisqu'il aura une partie de son financement qui va accepter un rendement inférieur. Donc déjà, le produit est un peu hybride et permet de s'adapter aux besoins et d'être assez on va dire attirant pour les dirigeants. Il est aussi attirant pour les entrepreneurs, pour les LP, c'est un coût plus risque-rendement qui est bien équilibré. Et par ailleurs, effectivement, on a prévu que ce rendement contractuel puisse être variabilisé selon les objectifs ESG, selon l'atteinte de ces objectifs. Donc, que vous fixez aux entrepreneurs. Exactement. Donc là, par exemple, on vient de faire un premier cas. Donc c'est 12% par exemple le rendement contractuel sur la partie action de préférence. Et il y a 0,5 points. Donc le but, c'est qu'effectivement, ça soit à la fois significatif, mais pas complètement massif non plus dans le rendement global, parce qu'effectivement, sinon, il y a un moment, il y a un souci sur notre propre capacité à savoir un peu quel rendement on va pouvoir servir, etc. Donc il faut trouver le bon curseur. Donc là, c'est 0,5% par an. Mais c'est quand même pas neutre. Et donc l'idée, c'est on définit les objectifs mesurables, d'où l'importance qu'on disait tout à l'heure, à atteindre pour la société. Et ensuite, vous faites une linéarité entre les bornes. Si vous avez atteint l'objectif, c'est 0,5. Et si vous êtes entre les deux, c'est proportionnel. Ouais. Et ça permet de motiver le dirigeant sur l'atteinte de ces objectifs. Donc en tant qu'investisseur, on se dit, on va accélérer, on appelle ça l'impact booster, on va booster le fait d'aller dans cette direction-là. Sachant que d'un point de vue très pragmatique, je disais tout à l'heure que tout le monde lève sur la thèse de l'impact. Donc je pense que dans 3-4 ans, il n'y aura même plus vraiment de distinguo finance durable et finance tout court. Et donc les sociétés qui seront les meilleures sur la capacité à prouver qu'elles sont durables, qu'elles ont une démarche, etc., je pense qu'elles auront une extra valeur, parce qu'il y aura un phénomène de rareté. Et donc, ce qu'on va perdre en rendement contractuel, je pense qu'on le gagnera en valeur terminale sur la société. Et donc, sur la partie equity pure, on va booster la performance parce que les sociétés les plus avancées seront probablement mieux valorisées. Oui, tout à fait. Et alors, la question que je me posais, c'est par exemple, si on reprend un investissement comme Feed, je pense que Feed, tout le monde qui écoute ce podcast doit connaître, mais si tu peux nous expliquer les raisons qui ont fait. Alors, pourquoi vous avez investi. D'ailleurs, on a écrit un article parce que ça fait beaucoup hurler quand on a investi en disant le monde, est-ce que c'est ça le monde de demain, manger des produits en soupe ou en bar, un repas comme ça complet, on va casser la tradition française. Donc on a écrit un article sur la question parce que on a beaucoup débattu en interne. Donc les éléments qui nous avaient convaincus au départ, c'est plusieurs choses. Un, alternative aux protéines animales. C'est-à-dire que c'est des protéines végétales, donc c'est un énorme enjeu, la transition vers la réduction des protéines animales. Donc c'est une manière d'y répondre. Deux, c'est un repas parfaitement équilibré. Sur le produit traditionnel, quand on y reviendra, on a fait un petit pivot de complément de gamme qui est devenu la priorité sur le snack fonctionnel. Mais au départ, c'était effectivement des repas complets en barre ou en poudre, sur lesquels on rajoutait de l'eau. Et donc, c'était une proposition de valeur qui était, on parlait tout à l'heure des enjeux sociétaux, bien manger pour 4,50 €, c'est pas facile en fait. Donc, on avait fait l'exercice d'aller dans un supermarché, prendre un triangle Sodebo et une boisson ou un dessert. On faisait le calcul des calories, des lipides, des glucides. C'était un carnage. Et alors qu'on prenait une barre feed pour moins cher, on avait un repas parfaitement équilibré. Et donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens de bien se nourrir au quotidien, notamment les populations étudiantes, etc. Et donc c'est une vraie proposition de valeur. On se nourrit de manière parfaitement équilibrée et à un prix abordable. Donc c'est une vraie proposition de valeur. Après, effectivement, évidemment, c'est ce qu'on appelle globalement le flexitarisme. On va pas dire on mange que ça tous les jours. C'est le moment, plutôt que de ne pas manger ou de mal manger, c'est une alternative. Après, ravi de continuer, évidemment, moi le premier à avoir des repas traditionnels avec entrée plat dessert, il n'y a pas de souci, mais effectivement c'est une proposition de valeur qui a son sens. Ensuite, il y a eu tout un travail sur le fait de travailler la filière, on a arrêté les bouteilles en plastique, donc on a progressé dans le temps sur la proposition de valeur, et puis là on a développé cette gamme de snacks sains qui est probablement le plus pertinent en France, parce qu'effectivement on a quand même du mal à changer les habitudes alimentaires en France, donc effectivement le repas complet en barre ou en poudre, il a un peu de mal à passer, et donc et surtout dans un environnement Covid où les gens font plus trop le commute, bureau, salle de sport, etc. C'était moins pertinent, donc on a développé cette gamme de snacking sain. Et donc là on a fait un travail sur au départ une conviction sur quelques éléments de la thèse, et ensuite améliorer le produit pour le faire bien évoluer.
Parfait, merci beaucoup. Écoute, je vois le temps qui tourne, malheureusement, on va devoir tout doucement arriver à la fin. Le fonds que vous avez lancé, vous l'avez closé, là, le tout dernier? Oui, alors le fonds Preferred, on a fait un premier closing à 30 millions d'euros. Ouais. On va viser entre 60 et 80, donc on va continuer à lever là sur les prochains 12 mois. Donc c'est en cours. Et pour répondre du coup à ton point tout à l'heure aussi sur l'équipe, ce fonds nous a permis aussi de recruter de nouvelles personnes. Donc là maintenant on a fait venir une nouvelle partenaire qui renforce encore l'équilibre des genres chez nous. Ouais. On a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Et en partenaire, on a maintenant deux femmes et 3 hommes. Et donc quand on a une jeune société de gestion, lever des fonds, c'est pas juste pour le plaisir d'en faire, c'est qu'on a besoin d'avoir un peu une taille critique. Ouais. Et pour reboucler la conversation du jour, typiquement, il y a énormément d'enjeux aussi autour de la gestion de ces fonds et des contraintes réglementaires. Donc aujourd'hui, on a une DAF et une assistante DAF et c'est un boulot énorme, je les salue au passage, pour elle d'arriver à être à la hauteur des contraintes qu'on nous impose. Ouais, Et donc en fait, si vous avez pas une taille critique, vous avez quand même du mal à avoir les ressources pour faire bien les choses, que ce soit effectivement les reporting, etc., mais aussi au-delà de l'aspect formalisme, si on veut être un peu pionnier sur l'accompagnement j'ai des sociétés et faire toutes les initiatives que je mentionnais tout à l'heure à grande échelle. Aujourd'hui, on a 30 sociétés en portefeuille. C'est un boulot énorme de les suivre et de les accompagner sur ces enjeux, pas juste être actionnaire. Et donc voilà, on a besoin d'atteindre sa taille critique, entre guillemets, pour être un acteur qui aura les ressources, les moyens de ses ambitions sur les dimensions extra-financières. Parfait. Alors, si tu pouvais donner un conseil à un VC qui t'écoute, qui a envie pour le prochain fonds, d'avoir une thèse un petit peu plus durable, c'est peut-être un peu large comme question. Non, mais déjà, faire le travail de se questionner sur sa raison d'être, c'est déjà le point de départ de tout, je trouve. Alors, moi, je l'ai fait en 2010 après mon break. Et donc, mon driver, c'est aider les autres à exprimer leur talent. J'ai été accompagné par un coach pour comprendre ça. Une fois que j'ai compris ça, j'ai essayé d'orienter toute ma carrière dans cette direction-là. Donc, nous, là, sur la thèse d'Utopia, le fait de travailler sur... Donc nous, c'est être un acteur économique qui accompagne avec ambition, transparence, bienveillance des projets à haut potentiel, à la fois bon pour soi, bon pour la planète, bon pour la société. Bon, ça, c'est notre mission. Donc ça, le fait de converger vers ça collectivement, ça vous permet ensuite d'avoir une direction et d'être assez cohérent, etc. Donc moi, je dirais déjà, posez-vous la question en équipe de à quoi vous voulez servir, qu'est-ce qui vous motive, quels sont les grands enjeux qui vous parlent. Peut-être que vous, c'est pas l'écologie, parce qu'il y en aura d'autres qui vont traiter le problème, j'espère. Et peut-être que vous, c'est ce qui vous parle, c'est les enjeux sociétaux, d'intégration. Il n'y a pas de mal, entre guillemets, mais il faut savoir ce qui vous anime. Et on part de là. Et ensuite, on décline une thèse qui est cohérente avec ça. Et ensuite, il y a pas mal d'outils et de cadres. En revanche, effectivement, c'est bien de globalement essayer de rentrer un peu dans la nomenclature existante, parce que c'est sûr que ça va être compliqué ensuite de répondre aux contraintes des investisseurs, notamment institutionnels, qui vont vous demander si vous êtes article 7, 8, 9, si vous êtes quel ODD vous 6. répondez, ou 6, ou ça commence à 1. Si vous êtes complètement à la ramasse là-dessus, ça va être compliqué, ou en tout cas en dehors de ces nomenclatures-là, ça va être dur de séduire des LP institutionnels qui sont forcément par définition un peu... qui aiment bien les choses dans les normes, qui sont cadrées, etc. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, regardez quels sont les bons indicateurs, typiquement choisir les ODD qui vous parlent, définir un peu les thèses, regarder les types de contraintes que vous voulez vous mettre sur le fond et décliner ça. Je citais 2050 tout à l'heure, c'est vrai que c'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Ils sont allés même jusqu'à réfléchir sur la société de gestion pour être sûr que les intérêts sont alignés. La société de gestion n'est pas détenue par l'équipe, pour éviter qu'il y ait une dichotomie entre rendement des fonds et fees et rendement de cette gestion. Et donc, c'est détenu par une fondation. Ils ont une partie du développement qui est sur des... Attends, raconte pas tout, parce que j'ai invité Olivier Mathieu. Ah bon, alors, je le spoil. Okay. Et bah, typiquement, voilà, non, mais justement, donc, super, c'est une super idée, parce que c'est très intéressant. Ils ont d'ailleurs fait un petit bouquin pour expliquer ce qu'ils faisaient. Donc voilà, après, on est libre d'aller... aussi loin qu'on veut, mais en tout cas partir de ce qu'on veut faire vraiment au fond de soi, et ensuite dérouler en essayant de s'accrocher à des cadres qui rassurent des investisseurs institutionnels. Parfait. Alors pour conclure, je demande toujours un bouquin à mes invités. Alors sur les sujets de durabilité, moi celui qui m'avait marqué c'était Cradle to Cradle, qui est vraiment assez incroyable sur la circularité et le fait que la nature nous expliquait tout, et qu'on a eu tendance historiquement à la voir comme une contrainte, alors qu'en fait c'est elle qui nous montre comment ça fonctionne. Donc celui-là, il est vraiment très, très efficace. Et après, sur les financiers qui se posent un peu des questions, je conseille un petit livre qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée, tout petit. Et donc pour les gens qui se sentent dans leur armure en costume cravate mais pas très à l'aise,
Lisez ça et ça va vous libérer. Ça va libérer vos chaînes. Parfait. Merci beaucoup Antoine, c'était top. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!